Merci à vous pour l'accueil. Alors, on est dans une situation d'urgence. On parle de crise aussi. Bon, moi je suis né en 64. Ça fait moi un boomer d'ailleurs, un des derniers boomers, puisqu'à une semaine près, j'y étais plus, mais voilà, les boomers et jusqu'en décembre 64. Et j'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde en crise permanente. Et en situation de crise, on nous dit il faut réagir vite, on a besoin de trouver des solutions. Et on cherche des solutions. On cherche des solutions, souvent des solutions techniques, parfois des nouveaux instruments financiers. Et puis, curieusement, vous avez remarqué peut-être, on fait peu appel à des solutions basées sur l'humain. Alors, ce soir, je vais vous parler, vous allez me dire, on est dans l'urgence, je vais vous parler de poésie, je vais vous parler de philosophie. Vous allez me dire, mais non, on est là pour parler de biomimétisme. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous parler de biomimétisme, mais je vais éclairer le sujet aussi par des apports, par des prises de recul, par des pas de côté, justement en passant peut-être un petit peu par la poésie, en passant par la philosophie. Alors, si d'ailleurs je m'amuse à définir un petit peu les choses, hein, pour moi la philosophie c'est ce qui cherche un peu le sens de nos existences, de la vie. Et la poésie c'est peut-être ce qui va aider à les rendre un peu plus belles. Donc les deux se complètent à merveille. Les deux vont nous aider à éclairer le monde, à éclairer notre façon de penser de manière un petit peu différente. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette citation de William Shakespeare. Il y a plus de merveilles en ce monde que nos rêves ne pourront jamais en contenir. C'est extrait de Hamlet. Et dans cette citation, il y a l'idée de deux choses, à mon avis, à retenir. D'abord, un rapport à la connaissance. Dans la connaissance, il y a ce qu'on sait qu'on connaît. Il y a ce qu'on sait qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a ce qu'on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et il y a certainement énormément de choses à aller creuser dans cette direction-là. Et puis, dans les rêves, il y a ce qu'on ose rêver, et puis il y a ce qu'on n'ose même pas rêver. Et je crois que dans le monde et la période un peu tourmentée qu'on traverse, c'est peut-être dans la direction des choses dont on ignore qu'on ignore. Et peut-être dans les rêves qu'on n'ose pas faire, qu'il faut aller chercher. Et c'est peut-être là qu'on va aller trouver les ressources qui vont nous permettre de réagir, de nous adapter. Alors, ce que vous avez là derrière moi, je vous masque sans doute peut-être en partie l'image d'ailleurs, j'essaierai de me déplacer de temps en temps, c'est finalement votre arbre généalogique. On appelle ça un arbre phylogénique, donc c'est l'arbre généalogique, si vous préférez, de l'ensemble des êtres vivants aujourd'hui, de ce qu'on appelle la biodiversité. Ça fonctionne un peu, et ça ressemble d'ailleurs à un cadran d'horloge, et ben ça fonctionne un petit peu comme une horloge, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas des aiguilles qui vont bouger comme ça, mais si vous partez de la périphérie et que vous allez vers le centre, vous remontez dans le temps. À chaque fois que vous avez deux branches qui se rejoignent, ça veut dire que vous allez rencontrer l'ancêtre commun de deux espèces. Et donc, quand on est au centre, là où toutes les branches se rejoignent, vous êtes à l'ancêtre commun de tout ce qui vit aujourd'hui sur Terre. On lui donne un nom, d'ailleurs en anglais, c'est l'acronyme LUCA, Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ou le premier, si vous préférez, ancêtre commun connu de l'ensemble des êtres vivants. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, oui, nous partageons tous quelque chose avec Lucas, nous partageons tous quelque chose avec tout ce qui vit sur Terre, avec les bactéries, avec les plantes, avec les champignons, avec les insectes. Nous sommes faits du même langage, nous sommes faits du même matériau, pas du matériau dont les rêves sont faits, mais là, pour le coup, des mêmes matériaux, des protéines, des sucres, des lipides, de l'ADN, le même code génétique, et nous partageons de l'information dans notre codage au sein de chacune de nos cellules avec tout ce qui vit sur Terre. Ça, c'est le premier message qui est important. Le deuxième message, c'est que quand vous faites le chemin en sens inverse, que vous partez du centre et que vous allez vers la périphérie maintenant, ce que vous voyez, c'est quelque chose qui va en permanence dans le sens du foisonnement. La diversité biologique, le vivant, passe son temps à innover, passe son temps à créer de la différence, passe son temps à aller chercher là où il n'a pas été cherché auparavant. Et ça, c'est un point qui est essentiel et fondamental. On n'a pas un système qui va rechercher la simplicité, l'homogénéisation. Au contraire, on a un système vivant qui va en permanence créer de la diversité. Il y a une raison qui est une raison qui s'explique en mathématiques et en statistique d'ailleurs aussi.
C'est une image que le paléontologue Stephen Jay Gould illustrait par le fait, imaginez un ivrogne qui marche sur un trottoir avec à sa gauche un mur, et de l'autre côté, il n'y a rien. Il va dériver comme ça pendant qu'il marche, mais il va buter contre le mur. Et de l'autre côté, par contre, il va s'en éloigner de temps en temps, beaucoup plus. Mais en fait, dans le vivant, il y a un mur de la simplicité, alors que de l'autre côté, vers la complexité, il n'y a pas de limite. Le vivant peut aller aussi loin qu'il est possible dans la complexité. Et là, de ce côté-là, il n'y a pas de limite du tout. Donc, on va foisonner, on va diversifier, on va complexifier en permanence. Et c'est pour ça que le vivant a fini un jour, par les hasards de l'évolution, à créer des espèces aussi complexes que la nôtre, à créer des sociétés aussi complexes que la nôtre, à créer des organes aussi complexes que le cerveau humain. Mais rassurez-vous, on n'est pas exclusif, il y a d'autres organismes vivants qui ont des sociétés aussi complexes et aussi diversifiées que les nôtres. Peut-être un troisième message sur cette diapositive aussi. Quand on pense biodiversité, on pense souvent à des mammifères, à des oiseaux, à des plantes, parfois à des champignons, à des assez gros organismes qu'on voit bien. Ben ça, c'est tout ce qui est sur le cadran, là derrière moi, entre 13h30 et 14h30 à peu près. C'est tout ce qui est comment on pourrait dire, en orange, en rose. Donc, tout ce qui est vert, hein, c'est pas les plantes, c'est un faux ami. Ce sont ce qu'on appelle les archées, les cyanobactéries, si vous préférez. Ce n'est pas des bactéries d'ailleurs. Tout ce qui est violet, par contre, c'est plutôt des bactéries. Là. Donc, on est sur des organismes unicellulaires, sans noyau, sans mitochondries, sans chloroplaste, extrêmement simple, effectivement. Ben, vous voyez que ça fait l'essentiel de la biodiversité. Et ce qu'on appelle, nous, biodiversité, ce qu'on voit généralement quand on pense biodiversité, ce sont justement ces grands organismes un peu charismatiques auxquels on est habitué, avec lesquels on interagit. Ben, on oublie que l'essentiel du vivant, c'est d'abord des êtres unicellulaires. C'est en général des organismes qui font largement moins d'1 millimètre, qui dans leur vie vont se déplacer de moins d'1 centimètre. Donc on est sur des toutes petites échelles, et qui pourtant vont avoir une influence sur les grands systèmes biologiques planétaires, sur les cycles de l'eau, du carbone, de l'azote, du phosphore, qui va être considérable et finalement beaucoup plus importante que l'ensemble des autres organismes. Donc la biodiversité, c'est ce qu'on ne voit pas essentiellement. Et d'ailleurs, ce qu'on ne voit pas non plus, c'est aussi ce qui est immatériel, c'est les interrelations qu'il va y avoir entre chacune de ces espèces. Et là aussi, ça bouge énormément. Alors maintenant, après avoir regardé la biodiversité, regardons notre monde à nous. Alors évidemment, à travers ce clin d'œil cinéphilique, hein, ce film dans la peau de John Malkovich. Mais j'ai retenu cette image-là parce que finalement, en caricaturant, mais à peine, nos sociétés humaines ressemblent de plus en plus à ça. Parce qu'on a tendance à homogénéiser les choses, parce qu'on a tendance à mimer, à rentrer tous un petit peu dans le même moule. Et ce n'est pas un hasard si la diversité, toutes les diversités, s'effondrent partout sur Terre aujourd'hui. La diversité biologique, la biodiversité s'effondre. Mais la diversité culturelle, les diversités linguistiques, elles s'effondrent aussi. Et il y a probablement des raisons profondes qui sont des raisons culturelles. C'est pour ça que je tiens à parler aussi de poésie et de philosophie derrière ça. C'est ce qu'on va appeler un schéma mental ou un mème, comme disait Richard Dawkins. Vous savez, ces comportements inconscients qu'on va acquérir par imitation et qui vont s'amplifier, se propager dans la société comme les gènes se diffusent, les mèmes se diffusent aussi. Dans la pensée économique moderne, et je reviendrai sur la modernité en conclusion tout à l'heure aussi, quand on a inventé la première révolution industrielle, par exemple, on invente la standardisation. L'objectif, là, on est sur des marchés en croissance, sur une population qui croît très vite. L'objectif, c'est de produire en plus grande quantité possible, au plus faible coût unitaire possible. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes confronté à ce problème-là? Vous cherchez à faire des économies d'échelle, vous cherchez à standardiser, vous cherchez à avoir des process répétables à l'infini finalement. Donc en répétant toujours les mêmes gestes, on arrive toujours au même résultat. C'est Charlot dans les temps modernes, avec sa clé à molette aussi. C'est le taylorisme. C'est cette invention-là finalement qui a fait des merveilles hein, d'un point de vue résultat purement technique. Ça a produit énormément de choses. Mais en même temps, elle a interviewé un ingénieur qui pilote une chaîne de production comme ça. Ben pour lui, tout écart par rapport à la norme, c'est ce qu'on va appeler une dérive. C'est quelque chose qu'il faut essayer de chasser, contre lequel il va falloir lutter. Et bien, ce même-là s'est propagé parce que finalement, nous sommes arrivés à une sorte de schéma mental dans lequel la diversité, dans le meilleur des cas, c'est un peu un caillou dans la chaussure, c'est un peu une gêne,
Et dans le pire des cas, c'est ressenti comme une menace, comme une intrusion, comme quelque chose qui nous met dans une situation d'inconfort. Et on le voit souvent dans notre relation aux autres, finalement, la diversité, on n'est pas toujours très confortable avec ça. Alors aller sauver la biodiversité, quand, par rapport à la diversité elle-même, on a tout court un problème. Maintenant, regardez, imaginez que vous êtes en été, au mois de juillet, allez, un peu avant les moissons, devant un champ de blé. Qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez une seule espèce, sur des dizaines, voire des centaines d'hectares, mais vous avez un seul individu, génétiquement. Puisque ces semences sont des semences clonées, génétiquement, vous avez le même patrimoine génétique sur toutes les tiges. Et c'est à dessein, c'est pas un hasard non plus. C'est évidemment extrêmement pratique. Quand on doit moissonner ça à la machine, on va régler la hauteur de la barre de coupe une fois pour toutes à la même hauteur. Et donc, on a des rendements qui vont être extrêmement efficaces. Donc, tout ça est un processus qui a cherché à optimiser, et même je dirais plus qu'à optimiser, à maximiser les rendements dans des contextes bien précis où effectivement ça correspondait à des besoins. Mais le résultat, il est là, c'est que culturellement, nous avons eu tendance à chasser la diversité et donc à avoir une relation ambiguë à l'altérité et à la différence. Ces nouveaux regards que nous pouvons porter aujourd'hui à la biodiversité et le biomimétisme à travers une nouvelle invitation à produire des richesses, une invitation à produire des richesses d'une autre manière, la permaculture, la permaéconomie, cette idée-là aussi, ça va être une idée d'apporter des réponses beaucoup plus contextualisées et donc de réintégrer la diversité dans nos manières de faire, dans nos manières de produire et finalement dans nos manières de vivre ensemble. Parce que sinon, pousser à l'extrême, le cadre de référence, mais ça rejoint la question de l'extrême, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement bien fonctionné dans nos manières de produire toujours plus finalement, hein, toujours plus de denrées alimentaires, toujours plus d'objets qui nous entourent, etc., toujours plus de solutions techniques, dans un but qui est normalement un but de satisfaire des besoins humains fondamentaux. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, d'après ce schéma qui est extrait donc, de la théorie du donut de l'économiste anglaise Kate Raworth, qui est vraiment un livre fondateur sur une nouvelle manière d'envisager l'économie, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif. Si l'objectif, c'est de satisfaire les besoins humains, pourquoi j'ai du rouge à l'intérieur du cercle? La zone de confort de l'économie, l'objectif, finalement, hein, c'est ce qui est en vert clair sur l'écran. Et donc, c'est de satisfaire les besoins fondamentaux à l'intérieur des limites planétaires. Or, là, vous avez le schéma du donut à l'échelle de la planète tout entière. On voit que nous n'arrivons pas aujourd'hui à satisfaire les besoins humains fondamentaux, et pourtant, nous ne sommes même pas à l'intérieur des limites planétaires. Alors, bien sûr, d'un pays à l'autre, ça varie énormément. Si vous prenez le cas de la France, par exemple, vous avez ce schéma-là, presque tous les besoins humains fondamentaux sont satisfaits, sont à l'intérieur du donut. Par contre, nous dépassons les limites. Si vous prenez le cas du Burkina Faso ou du Bangladesh, par exemple, où vous avez les mêmes graphes qui existent, on ne dépasse pas les limites planétaires, mais par contre, les besoins humains fondamentaux ne sont pas satisfaits. Et même l'objectif, c'est d'arriver à faire la même chose, d'atteindre les deux objectifs, donc de rester à l'intérieur de cette zone de sécurité, de cette zone d'un développement sûr et équitable qui va être dans le vert clair entre le plancher social et le plafond environnemental. Et finalement, la mission aujourd'hui de l'économie, c'est pas plus compliqué que ça. Simplement, c'est un petit peu plus complexe que de s'assigner une mission qui était de croître. Alors, on y reviendra peut-être dans les débats tout à l'heure, mais la question de la croissance, c'est une question qui est intéressante aussi. Mais pourquoi croître? Si c'est croître pour satisfaire des besoins, mieux, c'est parfait. Mais si on croît sans que les besoins soient satisfaits, forcément, on va aller vers le dépassement des limites, et donc ça ne marche pas. La mission, c'est pas de croître, la mission est un petit peu plus complexe que ça. La mission, c'est effectivement d'arriver à cet état d'équilibre dans lequel on a atteint l'objectif, c'est un peu comme une cible, hein, quand on vise. Là, la cible, le milieu de la cible, c'est pas le milieu, c'est la zone qui est en vert clair, c'est ça qu'il faut réussir à atteindre. Un autre phénomène intéressant, je parlais de la révolution industrielle tout à l'heure, et c'est fondamental à comprendre aussi pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui et comment nous en sommes arrivés là. Parce qu'il y a des raisons, encore une fois, derrière tout ça, mais des raisons qui sont fondamentales et qui sont liées à des logiques économiques, des logiques entrepreneuriales, souvent des bonnes intentions aussi.
Mettez-vous à la place d'un investisseur dans les années 1850, 1840, 1850, 1860, en Europe de l'Ouest, hein, puisque c'est là que l'histoire a commencé, mais ça s'est propagé après à l'ensemble du monde. C'est à ce moment-là qu'on a inventé l'industrie. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous aviez, c'est ce qui est à gauche hein, de la planche ici, une abondance relative et même absolue des ressources matérielles, des ressources physiques, de ce qu'on va chercher traditionnellement dans la croûte terrestre, dans les mines, dans les puits, etc. Donc du pétrole, du charbon, du gaz, des minerais, tous les matériaux fossiles, mais aussi des matériaux issus du vivant, comme le bois par exemple, les sols, les produits de l'agriculture, les produits de la pêche, etc. Ces ressources, elles étaient extrêmement abondantes, notamment en regard des besoins de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on était 7 fois moins nombreux qu'aujourd'hui, et que surtout les moyens technologiques que nous avions à l'époque pour exploiter ces ressources étaient limités. Donc forcément, on n'allait pas en chercher beaucoup par rapport à ce qui était disponible. Et puis par ailleurs, les ressources fossiles, on venait de les découvrir. Mais à l'inverse, ce qui était rare par rapport à aujourd'hui, et finalement en partie pour les mêmes raisons, nous étions 7 fois moins nombreux. Donc c'est 7 fois moins d'intelligence collective, c'est 7 fois moins de capacité à créer, c'est 7 fois moins de connaissances qu'on va pouvoir partager, mettre en commun, etc. Mais c'est aussi évidemment parce qu'on est à l'époque où la science moderne commence à émerger, parce qu'on est à une époque où il y a de grandes inégalités sociales et que les gens ne vont pas très longtemps à l'école, donc beaucoup d'illettrisme, pas beaucoup d'informations partagées, et par ailleurs on est aussi à une époque hein, où les femmes sont exclues de l'enseignement supérieur. Donc la moitié du potentiel d'intelligence de l'humanité n'a pas accès au savoir et à la connaissance. Pour la petite histoire, il y a une phrase qui résume bien tout ça d'ailleurs, que j'aime bien, c'est une phrase d'un chercheur qui s'appelle Thomas Henry Huxley, qui est vraiment un proche de Darwin à l'époque, hein, qui a d'ailleurs plaidé énormément pour faire accepter sa théorie de l'évolution. Et Thomas Henry Huxley a rendu à la Royal Society, dans les années 1860, un rapport sur l'état des pêcheries dans le monde entier. Sa conclusion, presque la dernière phrase du rapport, c'est « Il y a plus de poissons dans les océans que l'humanité ne pourra jamais empêcher ». Ben, souvenez-vous maintenant d'un rapport de la FAO il y a à peine une dizaine d'années qui disait « Attention, si on continue comme ça, dans 40 ans, il n'y a plus de poissons dans les océans ». Il y a d'ailleurs aujourd'hui, en tonnage brut, plus de microplastiques et de plastique dans les océans que de poissons, déjà aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Parce que en 1870, les bateaux étaient à propulsion à voile, ou éventuellement à vapeur, étaient relativement lents. On avait des filets qui étaient faits en chanvre, qui étaient compliqués à réparer, qui s'abîmaient vite, etc. On n'avait pas de GPS, on n'avait pas de sonar. Le poisson, il avait toutes ses chances. Et surtout, on était 7 fois moins nombreux pour les chercher. Donc moins nombreux, moins de besoins, moins de moyens techniques pour les exploiter. Aujourd'hui, beaucoup plus nombreux, beaucoup plus de moyens techniques pour aller chercher le poisson. On va traquer le poisson là où il est, y compris s'il est très profond, s'il est caché. Et donc l'épuisement, c'est pas un concept virtuel, c'est vraiment quelque chose d'immédiat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je reviens, vous êtes investisseur en 1860. Vous voulez créer des richesses, créer une entreprise, etc. Ben vous allez chercher à faire des gains de productivité sur ce qui est le facteur limitant du développement de votre activité. Le facteur limitant, c'est l'immatériel, c'est la connaissance, c'est la capacité à travailler et à créer. Donc on va inventer l'industrie. On invente l'automatisation. Encore une fois, pensez aux machines, pensez à Charlot, pensez aux métiers à tisser, à la machine à vapeur, etc. Tout ce qui permet de faire des gains de rendement sur le travail. Ça a tellement bien marché qu'en 50 ans, entre 1850 et 1900, on a multiplié la productivité d'un travailleur individuel par un facteur 200. Imaginez. Ça a continué évidemment après 1900, sur des plus grandes hauteurs encore. Maintenant, on est à droite et on regarde la situation aujourd'hui. Évidemment, ces ressources qu'on exploite tant et si bien qu'aujourd'hui elles sont devenues rares, en voie de raréfaction, en voie d'épuisement pour certaines, mais par contre, heureusement, il y a un revers à la médaille, un revers optimiste, c'est que le potentiel immatériel de l'humanité est plus abondant que jamais. Les connaissances scientifiques ont énormément progressé, sont largement mieux diffusées, l'information circule aujourd'hui à la vitesse de la lumière sur toute la Terre, on peut coopérer sur des groupes internationaux grâce à Internet, et globalement, on est quand même tous beaucoup mieux formés qu'à l'époque de nos arrière-grands-parents. La question, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez la structure de l'économie, quand vous regardez les structures de coûts des entreprises, etc., on cherche toujours à faire des gains de productivité sur ce qui est devenu abondant, et on continue toujours à surexploiter ce qui est devenu rare. Et en fait, les vrais modèles économiques vont reposer
devrait reposer en tout cas beaucoup plus sur l'immatériel, sur la relation, sur le lien, sur l'individualisation et la personnalisation de la relation, que sur les longues séries et surtout la consommation d'énergie. Donc l'idée, c'est d'inventer maintenant des moyens de créer de la richesse qui reposent sur ce qui est abondant et qui soient radicalement plus économes, plus efficients dans l'utilisation des ressources matérielles. On verra tout à l'heure que le vivant peut nous aider. Parce que justement, le biomimétisme, maintenant, on y vient, c'est quoi l'idée? C'est l'idée, effectivement, on dit toujours, hein, le biomimétisme, c'est d'aller chercher des idées dans la nature pour résoudre des problèmes techniques. C'est l'idée d'aller innover en apprenant du vivant, donc en connaissant mieux le vivant. Mais c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, l'idée d'innover pour le vivant. Ces innovations-là, elles doivent être au service de quelque chose, d'un intérêt général bien compris de l'humanité qui doit inclure le non-humain, donc un intérêt général de l'ensemble de ce qui vit sur Terre. C'est ça, la définition qu'on pourrait donner au biomimétisme. Parce qu'après tout, le cahier des charges du vivant, depuis 4 milliards d'années, qui s'applique à nous aussi, hein, c'est de s'épanouir dans un système fermé. C'est de vivre dans un système qui ne peut pas avoir d'échange physique, matériel, avec l'extérieur. Donc on fait, quand on est vivant, avec le stock de ressources qui est disponible sur place, c'est le même carbone, c'est le même calcium, c'est le même phosphore, c'est le même azote qui est utilisé depuis des milliards d'années par les organismes vivants, qui est recyclé en permanence. On fait avec ce stock-là. Par contre, ce qui est renouvelable, ce qui circule vraiment, c'est l'énergie qui vient du soleil. Et là, tous les jours, en permanence, vous avez un flux constant d'énergie qui vient irriguer le système vivant. Le système vivant, c'est un moteur à combustion externe, sauf que l'énorme avantage, c'est que cette centrale de combustion externe, c'est le soleil, qu'elle est tellement loin qu'elle est sans risque et sans danger pour nous. Et elle continue à produire en permanence. Alors, ce que fait le vivant depuis des milliards d'années, à l'intérieur de ce cadre extrêmement contraignant, hein, le système fermé, il innove en permanence, on l'a montré, il se diversifie, il foisonne en permanence, il invente en permanence des nouvelles solutions. Pour le faire, il structure de la matière, il structure de l'information, il structure des systèmes complexes. Et, alors j'y reviens, vous allez me dire, mais comment il crée de la richesse? Il crée de la richesse au sens thermodynamique. La biosphère est une exception dans l'ensemble de l'univers. La thermodynamique, hein, la deuxième loi de la thermodynamique, c'est la loi qui veut que l'énergie, quand on l'utilise, elle passe, quand on la transforme, en fait, elle passe d'un état concentré et disponible à un état déconcentré et progressivement indisponible. La photosynthèse, dans la biosphère, fait exactement l'inverse. À partir d'un rayonnement solaire, qui est donc un rayonnement photonique extrêmement déconcentré, les plantes photosynthétiques, les algues, les bactéries photosynthétiques vont fabriquer des sucres, des protéines, des lipides, et donc de l'énergie et des matériaux disponibles. On appelle ça de la négantropie, et donc on a un système qui crée de la richesse en permanence dans un système. Finalement, créer de la richesse, innover, structurer des systèmes complexes, c'est aussi ce qu'on demande aux acteurs économiques de faire. Donc vous voyez que le modèle d'inspiration, c'est pas juste une inspiration complètement déconnectée, etc. Ce sont les mêmes réalités physiques, les mêmes réalités thermodynamiques, les mêmes réalités organisationnelles. Simplement, il y a des organismes qui ont résolu tous ces problèmes-là des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années avant nous. Donc on va pas se priver de s'en inspirer. Et je vais donner juste un exemple, j'aime bien cet exemple-là parce qu'il est très parlant. On est ici dans une ville. Une ville, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'énergie, elle a besoin de matériaux pour produire des habitats et des conditions de vie favorables à ses habitants. Elle a besoin de fournir des systèmes de communication, d'échanges logistiques, physiques, mais aussi de communication informelle entre l'ensemble de ses habitants. Maintenant, regardez une forêt. Une forêt, elle produit son énergie sur place à partir du rayonnement solaire. Elle stocke son énergie sur place et elle la distribue à travers des réseaux trophiques de distribution d'énergie, notamment par le mycélium hein, qui circule sous terre et qu'on ne voit pas, qu'on oublie souvent. Les arbres s'échangent en permanence des sucres entre eux. Cette forêt, elle capte son eau à partir de l'eau pluviale. Elle va la stocker sur place. Mais surtout, elle va l'épurer sur place. Elle le fait d'ailleurs pour l'ensemble de ses déchets. Elle va transformer ces déchets en ressources sur place. Et elle le fait avec des processus qui sont totalement sans impact pour les autres organismes vivants. Alors pourquoi? Ça c'est intéressant. Les végétaux ont cette capacité-là parce qu'ils n'ont pas de pattes.
Nous, on a des pattes, donc on va manger à un endroit, et puis on va faire pipi, et puis nos petits besoins à un autre endroit. On va bien séparer les choses. Une plante, elle ne peut pas bouger, elle fait tout sur place. Donc les plantes ont développé des systèmes de chimie, de retraitement et de revalorisation de leurs déchets sur place, que nous, humains, et nous, mammifères et animaux en général, nous ne sommes pas capables de faire. Donc on peut aussi s'inspirer des plantes. La forêt, évidemment, elle recycle en permanence ses déchets et elle en fabrique ses matériaux nouveaux à partir de ces déchets. Et la forêt, elle fournit un habitat à des populations extrêmement diversifiées, infiniment plus diversifiées d'ailleurs que les populations de nos villes. Et donc elle répond aux besoins de l'ensemble de ses habitants. Et en plus, la forêt, c'est un système qui est ultra communicant. Nous, on a l'Internet, on a les téléphones mobiles, etc. Ben, dans la forêt, vous avez le mycélium pour l'Internet et vous avez les phéromones, les signaux chimiques pour le téléphone mobile. Ça marche de la même manière, simplement les espèces communiquent entre elles, mais entre individus de la même espèce, mais aussi entre individus d'espèces différentes. Nous, ça, on a plus de mal à faire. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la forêt. Et la grande question que je pose souvent, c'est pourquoi nos villes ne font pas tout ça? Pourquoi nos villes ne recyclent pas leurs matériaux, ne produisent pas leur énergie, ne la stockent pas sur place, ne recyclent pas leur eau sur place? Techniquement, on sait faire tout ça aujourd'hui. C'est juste, encore une fois, une question de culture et de schéma mental. On ne l'a pas mis dans le cahier des charges. Donc forcément, on ne va pas le faire. Donc, si on adopte les bons schémas mentaux, il n'y a aucune raison technique qui nous empêche d'avoir des villes aussi performantes que les forêts. Alors, j'ai parlé de diversité tout à l'heure aussi. Il y a évidemment une question fondamentale, hein, à travers la perte de biodiversité et de diversité tout court. Comme le disait Aldo Léopold en 1947 déjà, hein, le secret d'un bon bricolage, c'est de garder toutes les pièces. Ben oui, vous avez imaginé que vous avez un vieux réveil mécanique avec des ressorts, des petits clapets, etc., des petits cliquets. Vous démontez le réveil, vous perdez ne serait-ce qu'une seule pièce. Ben votre réveil, il risque de beaucoup moins bien marcher après. Voire de ne pas marcher du tout. Ben la biodiversité, c'est pareil. Quand on perd une espèce, c'est quoi l'espèce de trop qu'on va perdre qui fait que là, un jour la machine marchera beaucoup moins bien? Personne n'est capable de le dire. Personne n'est capable de dire de quelle biodiversité nous dépendons aujourd'hui. Nous savons que nous dépendons radicalement de la biodiversité, mais de quelles espèces nous dépendons? Personne n'a la réponse. Et de quelles espèces nous dépendrons dans 25 ou dans 30 ans? Personne n'a encore moins la réponse. Donc s'il y a vraiment un domaine où il faut être précautionneux, c'est celui-là, c'est de faire attention à ne pas perdre les pièces. Alors la réponse à l'inversion des raretés, je vous avais dit qu'elle était dans le vivant. Chaque système complexe, et là aussi c'est de la systémique et de la thermodynamique, chaque système complexe est traversé en permanence par des flux d'énergie, de matière et d'information. Regardez-vous, hein, des flux d'énergie, des flux de matière, des flux d'information en permanence. Regardez une entreprise, regardez une ville, c'est traversé en permanence par ces flux-là. Maintenant, nous, pour notre matière première ou notre énergie, ce qu'on fait, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on creuse des trous dans le sol et on va la chercher dans le sol. L'énergie est chère, oui. Enfin, on a l'impression qu'elle est chère, en tout cas. En pouvoir d'achat constant, c'est pas vrai du tout, hein, d'ailleurs. Mais on dit que l'énergie est chère. Mais quand vous faites le plein de votre voiture avec de l'essence, c'est pas le pétrole que vous payez. Ce que vous payez, c'est des coûts d'extraction, des coûts de stockage, des coûts de transport, des coûts de raffinage, de transformation, des coûts de transaction. C'est en aucun cas le coût du pétrole lui-même. Les matériaux de la croûte terrestre, l'énergie fossile, c'est gratuit pour nous humains. En économie, on sait que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et donc quand ça n'a pas de valeur, on l'épuise, jusqu'à épuisement de la ressource, et puis après on verra bien, on passera à autre chose. C'est un petit peu ce qui se passe. Donc dans notre monde technologique, nous avons cette illusion d'abondance qui fait qu'on n'a pas besoin de se priver, de faire trop attention à ces ressources qui sont gratuites. Et on a beau se dire qu'on est dans l'économie de la connaissance, mais en fait, quand on fait le bilan global, on se rend compte que le poids de l'immatériel dans l'économie aujourd'hui pèse relativement peu. Simplement, les usines, elles ne sont plus là, mais elles sont ailleurs et elles vont polluer ailleurs. Dans le monde vivant, maintenant, la photosynthèse, qui est le goulot d'étranglement, hein, c'est par là que passe toute l'énergie du vivant. La photosynthèse, c'est un rendement de 1%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 1% du rayonnement solaire qui va frapper une feuille, par exemple, qui va être transformée en sucre complexe. Donc ça veut dire qu'on a un rendement, d'un point de vue thermodynamique, qui est très faible. Pour fabriquer de la matière première, du sucre, encore une fois des protéines ou des lipides dans une cellule, il faut de l'énergie. Donc là aussi, les rendements sont très faibles. Et maintenant, chaque fois que vous allez manger un végétal, le temps que vous le digériez, etc., il y a une grande partie de cette énergie qui va être perdue sous forme de chaleur et que vous n'allez pas réellement utiliser. Et peuvent réellement pouvoir transformer dans la synthèse des matériaux aussi. Donc les rendements
dans le système vivant sont paradoxalement très faibles. On a l'impression que le vivant, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Mais c'est peut-être justement de cette imperfection que viennent toutes les solutions. C'est parce qu'il y a une grande rareté de la matière et de l'énergie dans le vivant que le vivant était aussi inventif dans les solutions qu'il a pu mettre en place. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une banque de données d'ADN et vous partagez tous quelque chose avec Lucas, le premier ancêtre commun, et tout ce qui vit sur Terre aujourd'hui. L'ADN, c'est la recette. Les organismes vivants se diffèrent par la recette. Les ingrédients, les matières premières, c'est 5 ingrédients, hein, essentiellement. 95% des matériaux du vivant, c'est du carbone, de l'hydrogène, du phosphore, de l'azote. J'en ai oublié un. Carbone, hydrogène, phosphore, azote, et bien j'en oublie un, tant pis. J'en retrouverai plus tard. Potassium. Je ne sais plus si quelqu'un l'a dit, mais voilà. Et imaginez maintenant un livre de cuisine dans lequel vous avez 5 ingrédients, mais vous avez une infinité de recettes. Ben, la biodiversité, c'est ça. Vous avez 5 ingrédients, mais vous avez une infinité de recettes. Ça veut dire qu'on est donc sur un système qui est basé essentiellement sur l'information. J'ai parlé de la forêt tout à l'heure aussi. Ce qui donne leur très grande efficience aux écosystèmes, c'est pas seulement l'information statique qui est stockée dans l'ADN, enfin elle n'est pas statique d'ailleurs, elle circule à chaque reproduction, mais c'est toute l'information qui circule en permanence entre ces organismes qui communiquent en permanence entre eux. Là on est, encore une fois, excusez-moi, hein, toujours dans la thermodynamique, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique de Shannon. Plus les échanges entre les éléments d'un système sont denses et diversifiés, plus ce système va être efficient dans la conservation de l'énergie. Le système vivant planétaire, c'est exactement ce qu'il fait. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une économie dans le vivant, qui est une économie qui est extrêmement sobre, voire frugale, dans l'utilisation de l'énergie et de la matière première, mais qui est extrêmement riche et dense, sans commune mesure avec la nôtre, dans la valorisation de l'information. Ben, c'est peut-être ça le modèle qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Et ça nous donne des choses qui peuvent être parfois absolument merveilleuses. Nous, pour faire du verre, on va faire fondre du sable à 1500 degrés. Dans le vivant, vous avez des organismes comme ces diatomées-là, mais vous avez aussi des éponges de verre, hein, qui sont visibles à l'œil nu, qui sont assez grandes quand même, jusqu'à 1 mètre de long à peu près, qui fabriquent du verre à température ambiante. Et elles le font parce qu'elles ont fabriqué une protéine, une structure de collagène, qui va attirer les cristaux de silice qui sont dissous dans l'eau de mer et qui va les orienter de telle manière à ce que ces cristaux vont pousser avec la bonne structure pour faire du verre biologique, du verre à température ambiante. Ben, figurez-vous qu'on a regardé comment ça pouvait marcher et aujourd'hui on est capable en laboratoire de faire du verre à température ambiante. Ça n'est qu'un exemple, il y en a des myriades comme ça, on pourrait y passer non seulement toute la soirée mais toute la journée de demain si on voulait. Autre enseignement aussi, ben, c'est peut-être notre rapport à la crise, notre rapport au changement aussi. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis 4 milliards d'années, il y a eu 5 grandes crises d'extinction. On parle de la 6e grande crise d'extinction qui serait en ce moment, d'ailleurs, du fait des activités humaines. 5 grandes crises d'extinction, et pourtant entrecoupées de périodes de longue stabilité, de périodes où on le voit d'ailleurs hein, sur ce graphe-là, c'est le nombre d'espèces en fait aux différentes périodes biologiques comme ça. En permanence, ça se diversifie. Et quand les conditions sont favorables, le nombre d'espèces augmente et se diversifie aussi. Et ce qui est intéressant à retenir dans ce graphe-là, d'ailleurs ça ressemble un petit peu aux courbes de croissance économique, hein, c'est pas un hasard, c'est que quand les conditions sont favorables, qu'il y a une certaine stabilité, il faut un certain nombre de compétences pour tirer son épingle du jeu dans le jeu évolutif. Et puis quand les conditions sont défavorables, qu'on est en pleine crise, c'est d'autres compétences qu'il faut. Les conditions qu'il faut quand c'est favorable, c'est la compétition, c'est être le plus fort, le plus rapide, souvent le plus spécialisé, bien installé sur sa niche écologique. Quand les conditions deviennent instables, défavorables, au contraire, il faut être agile. Au contraire, il faut être capable de coopérer beaucoup plus. Au contraire, il faut être capable d'innover beaucoup plus pour s'adapter à des changements qui vont être beaucoup plus rapides, et donc être beaucoup plus polyvalent et moins spécialisé. Ça, c'est assez intéressant. Ça peut peut-être nous éclairer sur des stratégies d'adaptation économique aussi. Et enfin, alors je disais, parce qu'en visitant ce lieu-là, j'ai eu cet exemple qui m'est venu à l'esprit. On est ici sur un cas d'exaptation. Alors qu'est-ce que c'est que l'exaptation? L'exaptation dans le vivant, c'est la manière dont les organismes, au long de l'évolution, réemploient des structures qui préexistaient, mais dans un contexte différent, pour une fonction différente adaptée au contexte. Les plumes des oiseaux sont des organes qu'on associe au vol des oiseaux.
Simplement, les dinosaures théropodes, qui sont les ancêtres des oiseaux, avaient déjà des plumes sous la forme d'un duvet, qui n'avait pas tout à fait la même structure, pas tout à fait la même forme, mais c'était la même chose, c'était des plumes quand même. C'était un duvet isolant pour garder la chaleur du corps. Quand certains dinosaures sont devenus des oiseaux, ces plumes se sont transformées et sont devenues des organes essentiellement consacrés au vol. C'est un cas d'exaptation. La vessie natatoire des poissons, vous savez, beaucoup de poissons ont cette espèce de bulle d'eau, de bulle d'air, qui est emprisonnée juste derrière leur tête et qui est un organe sensoriel qui leur permet de capter les variations de pression de l'eau, donc de naviguer dans un milieu en trois dimensions, savoir s'ils sont en train de monter ou de descendre. Cette vessie natatoire, c'est le poumon primitif d'un ancêtre des poissons qui vivaient dans des eaux très pauvres en oxygène et qui avaient besoin de respirer l'oxygène de l'air. Certaines perches ont encore d'ailleurs ce poumon primitif. On est bien là aussi sur un cas d'exaptation, c'est-à-dire un organe qui a radicalement changé de fonction au long de l'évolution. Et bien ici, ce bâtiment, c'est un petit peu ça. C'était une concession automobile. C'était consacré peut-être à un certain modèle de développement, c'est devenu tout à fait autre chose, mais il y a une réutilisation des mêmes structures et du même lieu. L'exaptation, c'est une manière de gagner du temps, c'est une manière d'innover, de nous adapter au changement en réutilisant ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà, ça peut être des compétences, ça peut être des structures, ça peut être des infrastructures, ça peut être des manières de faire, mais qu'on va pouvoir réadapter. Et là, il y a des tas d'exemples, on pourrait en parler pendant des heures, mais l'exaptation, c'est vraiment l'accélérateur de transition. Et c'est à nous d'aller faire la chasse au gisement d'acceptation. Alors, pour aller assez vite quand même, on a tous entendu parler d'économie circulaire, donc je ne vais pas faire un exposé sur l'économie circulaire, mais simplement le système vivant planétaire, oui, évidemment, c'est une économie circulaire, c'est une économie qui marche depuis 4 milliards d'années. Encore une fois, les atomes de calcium que vous avez dans vos os, ils ont servi à des dinosaures et à des poissons bien avant vous, et on les recycle en permanence. Tout ça, ça marche parce qu'il y a des organismes décomposeurs. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer, encore une fois, avec toute la technologie et les moyens que nous avons, d'imaginer une économie qui fonctionne exactement sur les mêmes principes, dont le moteur serait ce fameux moteur à combustion externe qu'est le Soleil, et dont l'ensemble des constituants seraient recyclés en permanence. Mais si on va un petit peu plus loin encore, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question finalement de l'emboîtement des systèmes. Ça, c'est le schéma de ce que j'appelle la permaéconomie. Vous savez, quand on parle de développement durable, on a souvent ces trois sphères, sociale, environnementale, économique, et puis il y a un petit recouvrement entre les trois sphères, et on le dit, le développement durable, là, c'est là au milieu où les trois cercles se rejoignent. En fait, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que vous avez la biosphère, on vit tous, toutes les espèces vivantes sont au sein de la biosphère, l'anthroposphère, la sphère sociale, la sphère humaine. On est un sous-ensemble de la biosphère, puisque nous sommes bien une espèce vivante au sein de la biosphère, et l'économie est un sous-système de la sphère humaine, de l'anthroposphère, puisque c'est la manière dont les humains s'organisent pour produire et répartir des richesses. Donc on a bien cet emboîtement des systèmes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ces systèmes interagissent les uns entre les autres. Et effectivement, l'économie prélève des ressources, des compétences, etc. dans l'anthroposphère. Elle prélève des ressources physiques, des matériaux, de l'espace, du foncier dans la biosphère. La question, c'est qu'est-ce qu'elle renvoie? Et comment on peut améliorer le rendement de la machine économique, finalement, justement en misant sur l'économie circulaire, justement en misant sur des nouveaux modèles économiques qui sont basés beaucoup plus sur la valeur, la relation que sur la possession et la fabrication, toujours plus d'objets et de matériaux. Mais comment on peut imaginer maintenant avoir des retombées positives sur les systèmes extérieurs? Vous savez, en économie, on parle d'externalité. Une externalité, c'est ces effets non intentionnels. C'est finalement quand on produit quelque chose, il se passe toujours en même temps quelque chose qu'on n'aurait pas souhaité, mais qui est là quand même, on fait avec. Ces externalités, à partir du moment où on en prend conscience et qu'on les intègre dans le modèle et qu'on se dit, tiens, comment on peut transformer cette externalité pour faire en sorte que ce soit un levier et quelque chose qui ait de la valeur pour les autres organismes qui partagent avec moi ce vaisseau planétaire Terre, là, ça peut marcher. Il se trouve que le concept d'externalité, dans mon exemple de la forêt tout à l'heure, il ne marche pas. Il n'existe pas. Dans la biosphère, ce concept d'externalité, il n'existe pas non plus, parce que tout ce qui est fabriqué par un être vivant est forcément réutilisé, transformé par un autre être vivant quelque part. En fait, nos systèmes sont un peu comme des systèmes qui seraient à moitié câblés, et dans lesquels le retour n'est pas intégré. Parce qu'il n'y a pas assez d'acteurs, peut-être, parce qu'on a perdu quelques pièces du puzzle, ou quelques pièces du réveil,
quelques pièces du bricolage. Et donc là, l'idée, c'est de retrouver toutes les pièces pour que le système fonctionne de manière complètement circulaire. Quand on est en permaculture sur un champ, la moindre petite parcelle de permaculture, c'est pas 20 ou 30 espèces cultivées, comme dans un potager classique, c'est au minimum 200 à 300 espèces cultivées. Parce que justement, on va chercher à compléter les pièces du réveil et donc à avoir toutes les complémentarités qui permettront d'avoir une efficacité maximum. Et ça ne se fait pas au détriment du sol, ça se fait au contraire en enrichissant et en nourrissant le sol. On est vraiment sur l'objectif de réparer le système productif dans son ensemble. La permaéconomie, c'est une économie qui, comme la permaculture, est une économie de la réparation, et de la préparation d'ailleurs de ce qu'il y a derrière, de réparer la biosphère, de réparer la société et de préparer l'avenir. Ça se base alors sur des principes éthiques, sur des principes de conception. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des tas d'ouvrages et de sites internet intéressants sur la permaculture évidemment. Je retiens simplement les 3 principes éthiques, mais ils sont évidents. Prendre soin de la terre, parce que c'est notre maison commune. Prendre soin des humains, c'est quand même un peu le rôle de l'agriculture et de l'économie en général, et partager équitablement. Ça rejoint un peu l'économie du donut de tout à l'heure aussi. Et enfin, le dernier point, je voudrais terminer sur ça, les clés d'un nouvel imaginaire. On l'a vu tout à l'heure, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas le fruit du hasard, sont le fruit de comportements qui se sont construits collectivement, qu'on va appeler des schémas mentaux, des référentiels culturels, une sorte d'imaginaire collectif qu'on a co-construit, dont on est tout acteur, mais qu'on ne remet pas en question. Et en fait, on se rend compte, et c'est un peu la théorie de l'iceberg, c'est pas mal de chercheurs ont travaillé là-dessus aussi, c'est dire, mais pourquoi on ne change pas vraiment ? On ne change pas vraiment parce qu'on est en permanence soumis à des injonctions contradictoires, soumis à ce qu'on appelle des dissonances cognitives. Vous avez les événements, tout en haut, c'est la partie visible de l'iceberg, et ces événements, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on lit tous les jours dans les médias, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit sur Internet, et ça nous fait peur, évidemment, ça nous fait réagir d'un point de vue émotionnel. Sauf que c'est très anxiogène, parce qu'en fait, tout ce qui est en dessous, par contre, on ne le voit pas, et c'est ça qui va structurer ces événements. C'est les structures sociales, c'est les référentiels qu'on a partagés de manière inconsciente, c'est notre imaginaire collectif, les schémas mentaux. C'est un petit peu comme, vous savez, les plaques tectoniques, quand elles vont frotter les unes contre les autres et appuyer pendant très longtemps, il ne se passe rien, on se rend compte de rien, puis d'un seul coup, c'est le tremblement de terre. Là, c'est un petit peu pareil. Nos schémas mentaux actuels ne sont plus adaptés aux conditions de vie du monde dans lequel nous sommes en train d'agir aujourd'hui et qui doit se transformer. Je vais vous donner juste un exemple de schéma mental. Aujourd'hui, on jauge et on évalue la réussite sociale, non pas d'ailleurs à ce que vous gagnez, mais à ce que vous êtes capable de dépenser. Or, il faudrait être capable peut-être de dépenser un petit peu moins, de consommer un petit peu moins, pour être capable de rester dans les limites. Mais tant que la publicité, jour après jour, minute après minute, vous crie « mais dépensez, dépensez, dépensez », on va avoir du mal à le faire. Tant qu'on vous dit « mais t'es un minable, t'as pas le dernier pantalon machin, t'as pas les dernières chaussures machin, t'as pas la dernière montre machin, t'as raté ta vie ». Si on évalue la réussite à la consommation, ça ne peut pas marcher, on ne rentrera pas effectivement dans cette logique de changement de comportement. Mais je vous en donnais un autre de schéma mental. Un monsieur que vous connaissez tous, René Descartes, a écrit en 1537, un ouvrage qui s'appelle Le discours de la méthode, qui est un ouvrage fondateur de la pensée moderne. Un chapitre intéressant, fondateur, là-dedans, nous dit qu'il faudrait que nous soyons capables de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors dans ce contexte-là, évidemment, en 1537, petit âge glaciaire, grande famine, grande pandémie, pas de médecine moderne, pas d'agriculture moderne non plus, on ne savait pas ni nourrir ni soigner les gens. Donc il était urgent, effectivement, de mobiliser les ressorts de la raison, de la connaissance, pour améliorer la médecine, l'agriculture et la capacité à satisfaire les besoins humains. Le problème, c'est que ce schéma mental qui était indispensable à cette époque-là, on l'a prolongé jusqu'à l'absurde en essayant de domestiquer et de maîtriser l'ensemble du système vivant. On voit qu'on n'est pas capable de le faire. On essaye, et ça nous revient comme un boomerang à la figure, sous la forme du changement climatique, sous la forme de l'effondrement de la biodiversité. Alors on se dit, oui, mais c'est pas grave. Les abeilles disparaissent. On va fabriquer des mini-robots volants qui vont aller polliniser les plantes à la place des abeilles. Toujours le même réflexe, le même schéma mental. On se dit, le climat change. C'est pas grave, on va mettre de la limaille de fer dans les océans ou du soufre dans la haute atmosphère
pour filtrer les rayons du soleil. Toujours pareil, solutionnisme technique, hein, chaque problème, une solution technique. Cette solution technique, évidemment, elle peut générer d'autres problèmes parce qu'on n'a pas changé le schéma mental. L'idée, c'est peut-être d'être capable de dépasser ça. Non pas de revenir en arrière, mais je dis bien de dépasser et d'aller plus loin. Et de faire comme le surfeur qui est là. Est-ce que le surfeur maîtrise la vague? Est-ce qu'il contrôle la vitesse, la puissance, la direction, la hauteur de la vague? Non. Le surfeur pourtant interagit avec la vague et il tire parti de la formidable puissance de la vague pour se propulser. Ce que le surfeur maîtrise, c'est pas la vague. Ce que le surfeur maîtrise, c'est la position de ses pieds sur sa planche. C'est ses gestes, c'est son équilibre, c'est sa posture, c'est sa planche elle-même. Ce qui veut dire que ce que le surfeur maîtrise, ce sont les techniques qu'il a mis au point pour interagir avec la vague et pas la vague elle-même. Dans notre rapport au vivant aujourd'hui, nous avons, en cherchant à domestiquer le vivant, perdu la maîtrise des techniques que nous avons mis au point pour domestiquer le vivant. Ce nouveau rapport au vivant aujourd'hui, il consiste au contraire à accepter le foisonnement, la spontanéité, le caractère incontrôlable du vivant, mais de reprendre le contrôle de notre technologie. Ça change fondamentalement les choses. J'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas aujourd'hui de quelle biodiversité on dépend. On ne sait encore moins de quelle biodiversité on dépend dans 25 ans, ou dans 30 ans, ou dans 50 ans. Ben peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de laisser la biodiversité faire. Et d'être nous capables de nous adapter à ces transformations, plutôt que de contraindre un système que nous ne maîtrisons pas de toute façon, donc d'essayer de le contraindre dans une voie qui est vraiment vouée à l'échec. Et ça nous amène à raisonner sur 3 choses. La première chose, la biocompatibilité, c'est le domaine de l'éco-conception, hein, c'est rendre inoffensif pour les organismes vivants les produits, les substances qu'on va libérer dans la biosphère, qu'on va concevoir, les matériaux, les substances chimiques, etc. La deuxième chose, c'est l'éco-compatibilité, c'est rendre compatible avec les dynamiques écologiques nos infrastructures, nos aménagements, notre agriculture, notre industrie. Et donc, c'est de respecter les porosités, les échanges, les continuités écologiques, de manière à ce que les écosystèmes puissent fonctionner dans une dynamique qui leur est propre et s'adapter aux changements, eux aussi. Et la troisième, c'est l'évo-compatibilité. L'évo-compatibilité, c'est quoi? C'est d'être respectueux, justement, de ce foisonnement incontrôlable du vivant, de se dire qu'aujourd'hui, nous ne savons pas de quelle biodiversité nous dépendons, nous ne savons pas de quelle biodiversité nous dépendrons demain, donc laissons-la faire. Et faites ce petit voyage en pensée. Voyagez 600 millions d'années en arrière dans votre tête, vous êtes dans les océans du Cambrien. Vous nagez au milieu de toutes les bestioles qu'il y a dans l'océan. Vous avez devant vous une toute petite espèce, qui fait 4 cm de long à peu près, qui ressemble un peu à une limace comme ça, qui nage dans les eaux, qui a une toute petite bouche qui se nourrit de microparticules. Cette espèce, elle s'appelle Pikaia, comme la structure que j'ai cofondée. C'est le nom qu'on lui a donné dans les fossiles en tout cas. Ben, cette espèce, c'est l'ancêtre commun de tous les vertébrés. Il y a eu une crise d'extinction majeure à la fin du Cambrien. Si Pikaia n'avait pas passé le mur de l'extinction de la fin du Cambrien, il n'y aurait pas les vertébrés aujourd'hui, donc il n'y aurait pas l'espèce humaine. On refait le même exercice en partant d'aujourd'hui. Chaque espèce qui vit aujourd'hui, elle peut avoir un destin évolutif extraordinaire, sauf évidemment si on le brise. Et quand on perd une espèce aujourd'hui, on perd toutes les innovations qu'elle pourrait nous inspirer, mais on perd aussi tout ce qu'elle pourrait être demain et tout son potentiel évolutif. Ça, c'est assez fondamental. Et mon mot de la conclusion, j'ai parlé de l'économie tout à l'heure, de l'économie du donut. Le but de l'économie, le rôle de l'économie, c'est de nous rendre ça, de nous rendre la prospérité. La prospérité, qu'est-ce que c'est, hein? C'est ces 2 mots latins qu'on a devant nous là. C'est pro, en avant, spero, bondir, se projeter. C'est aussi la même racine que espérer, c'est pas un hasard. Or, nous sommes dans un moment paradoxal de l'histoire, mais je le disais déjà avant la crise sanitaire, je le disais avant la guerre en Ukraine, etc. Un moment paradoxal dans l'histoire où nous avons à notre disposition des moyens considérables pour agir sur le futur. Nous avons des moyens financiers, nous avons des moyens technologiques comme jamais l'humanité n'en a eu. Et pourtant, nous sommes à un moment d'histoire où nous avons peur de l'avenir. Nous n'avons plus confiance en l'avenir, nous n'avons plus confiance en nous-mêmes d'ailleurs aujourd'hui, on a une vraie perte de sens un peu généralisée, une perte de confiance entre les citoyens et les institutions, une perte de confiance entre les salariés et les employeurs, une perte de confiance entre les consommateurs et les fournisseurs. Mais peut-être que la première mission de l'économie, c'est de restaurer la confiance pour restaurer la prospérité. Merci.
Merci. Merci beaucoup, c'était une introduction plus que complète. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Et si Christian, tu peux te joindre à nous pour cette deuxième partie. L'objectif ici, c'est tout d'abord de rencontrer Christian et ton parcours qui allie l'entrepreneuriat social et le biomimétisme, et qu'on essaye aussi de se poser la question ensemble de comment est-ce qu'on peut travailler aujourd'hui en collectif avec le vivant, pour le vivant, et pour essayer de créer ce que tu nous disais, Emmanuel, un nouveau récit qui va être à la fois soutenable, mais aussi désirable pour tous. Et peut-être pour commencer, Christian, alors il y a juste un petit bouton rouge. Salut. C'est bon. Ça devrait fonctionner. Salut. Voilà. Ben voilà. Est-ce que tu peux peut-être te présenter aussi, présenter ton parcours et puis Make Sense, la structure que tu as cofondée, et dans un deuxième temps aussi nous expliquer comment est-ce qu'avec le CBIOS, vous avez pensé qu'il fallait mêler entrepreneuriat social et biomimétisme, et nous parler un petit peu du Biomimpact. Trop cool. Merci pour l'invitation déjà d'être ici. Je suis trop content parce qu'il y a 8 ans, j'étais venu pour les 70 ans du débarquement de Normandie. Et j'avais rencontré les fondateurs de ce lieu qui présentaient au président de la région: on veut faire un lieu, le mot et tout. Et de voir que ça existe, c'est trop génial. Donc je suis trop content, c'est ouf. Si on avait bloqué cette évolution, ça aurait été dommage. Et du coup, moi j'ai démarré, je viens de Tahiti, en Polynésie française. C'est très dur pour moi d'être en Normandie quand il fait froid. C'est un des endroits où il y a le plus de biodiversité sur la planète à cause des îles. Parce que du coup, les espèces vont dans chacun des îles et elles grandissent chacun de leur propre manière. Donc j'ai grandi là-bas et j'ai démarré, quand je suis venu à Marseille pour faire mes études, une ONG qui s'appelle makesense.org. Et l'enjeu, c'était de se dire, des endroits comme le mien, enfin de là d'où je viens en Polynésie, ont subi des crises qui ne sont pas fabriquées par cet endroit. Par exemple, si tu prends le changement climatique, on est 200 000, on est en plein milieu du Pacifique. Si on prend tous nos vélos, ça ne va pas faire la différence pour éviter que les îles elles partent sous l'eau. Et du coup, cette idée de se dire comment est-ce qu'on peut mobiliser des citoyens dans le monde entier grâce aux technologies pour qu'ensemble on se coordonne de manière non coordonnée pour essayer de résoudre ces grands enjeux. C'était un peu la mission de Make Sense au début. Donc on mobilise 300 000 bénévoles dans 45 pays. On aimerait bien arriver à 180 millions d'ici 2030. Il y a encore du travail. Et en parallèle, on est aussi beaucoup connu sur l'accompagnement des entrepreneurs qui veulent créer des solutions positives pour la planète. Et donc l'incubateur de Make Sense à Paris a été un des tout premiers, il y a 10 ans, à soutenir les entrepreneurs sociaux. Et la raison pour laquelle on a décidé de s'allier au CBIOS et aussi d'apprendre beaucoup des choses dont tu parlais, c'est que dans le monde de l'innovation et des startups, il y a 10 ans, c'était toute innovation est bonne à prendre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a certaines innovations qui sont un peu, justement, si on essaye d'avoir un modèle qui est trop productiviste, et c'est pas nécessairement mieux pour la planète. Et donc, en s'inspirant de toutes les approches de biomimétisme et du vivant, d'essayer de créer une innovation qui soit plus intelligente, plus responsable. Et du coup, dans notre fonds d'investissement, on a un fonds on a 2 fonds, on investit à peu près 100 millions d'euros. On a des critères, comment l'entreprise interagit avec son écosystème, est-ce qu'elle régénère, pas juste est-ce qu'elle limite ses effets négatifs, mais est-ce qu'elle régénère et répare un peu les problèmes. Et il y a différents thèmes sur la santé et l'environnement. Et du coup, quand on regarde la nature, en fait, il y a déjà toutes les réponses pour nous aider à penser en écosystème, en circulaire. Et c'est pour ça qu'on a lancé avec des partenaires, notamment Mo et plein d'autres. On va un peu partout dans les écoles et les universités pour montrer comment on peut s'inspirer de la nature pour générer des innovations, des projets entrepreneuriaux. Et puis dire, voilà, derrière nous, on est prêt à soutenir, à faire grandir, à financer. Et c'est pas juste de belles idées, on espère, les entreprises de demain. Il y a des projets qui sont passés par Make Sense que vous connaissez peut-être tous, comme Back Market, Too Good To Go. Donc on voit c'est quoi de créer
des entrepreneurs qui démarrent, et ils sont 3 dans un garage et puis ils créent la start-up qui vaut le plus cher en France. On voit ces histoires, et ce qui est génial, ce qui se passe depuis 3 ans, c'est que de plus en plus de ces projets, ils ont une dimension d'impact, mais quand vous regardez, au-delà de juste l'innovation qu'ils font, c'est toujours cette volonté de travailler en circulaire et en écosystème. Et du coup, c'est des choses qu'on promouvait il y a 10 ans, et c'était un peu en prêcher dans le désert, et les gens disaient ah, c'est que de l'ESS, c'est dans son coin et tout. Et maintenant, on voit que ça peut quand même être des solutions qui grandissent et qui peuvent fabriquer l'économie de demain. Voilà, c'était un peu long, désolé. La question était longue. Merci. Effectivement, on parlait du fait que le biomimétisme permet de s'inspirer pour concevoir aussi des produits, des modes de production qui vont être plus sobres, plus durables. Mais c'est aussi les interactions du vivant dont on peut énormément s'inspirer pour repenser nos modes de communication, nos modes de management et notre organisation sociétale. Est-ce que peut-être, Emmanuel, dans un premier temps, tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces modes d'organisation et nous donner quelques exemples pour aujourd'hui? En fait, c'est assez amusant parce que déjà aujourd'hui, dans le langage entrepreneurial, le langage de l'économie, on parle beaucoup d'écosystème d'acteurs économiques. Et donc l'idée, c'est de prendre au mot les acteurs économiques et de se dire, ben, finalement, ok, on raisonne en écosystème. Comment ça fonctionne un écosystème? Et on se rend compte que dans les écosystèmes, il y a beaucoup d'interactions, énormément, d'interactions à bénéfice réciproque, de symbiose. Et donc on pourrait se dire, bah tiens, si on transpose ça dans notre monde à nous, ça devient, à partir du moment où on met une intention derrière, ça devient de la coopération. Et en fait, quand on a des modèles économiques qui vont vraiment viser la satisfaction d'un besoin, mais qui est souvent un besoin un peu multidimensionnel, un peu complexe, etc., on va avoir une tendance à avoir des écosystèmes d'acteurs très complémentaires qui vont coopérer au service de la résolution de ce besoin. Et je vais donner juste un exemple, l'éclairage public par exemple. C'est quand on a un marché d'éclairage public dans les villes, avant on segmentait, on avait des gens qui posaient les câbles, d'autres qui posaient les lampadaires, d'autres qui fournissaient les ampoules et celui qui fournit l'électricité. Aujourd'hui, on demande aux opérateurs des solutions intégrées, mais on leur demande en plus d'intégrer des choses comme la valorisation du patrimoine culturel et architectural de la ville, comme le sentiment de sécurité pour les citoyens, ou comme les trams noirs pour préserver la biodiversité nocturne. Ben, ça suppose de faire appel à des compétences, des sociologues, des architectes, des bâtiments publics, des biologistes évidemment, ou des écologues. Ça suppose d'avoir des écosystèmes des écosystèmes d'acteurs économiques qui vont coopérer pour mettre au point une solution globale et dont les dimensions de valeur créées pour la collectivité vont bien au-delà de la fourniture d'énergie ou la fourniture d'ampoules ou même de la fourniture de l'humaine si on prend l'unité d'éclairage, puisqu'on va parler de choses comme la fierté d'appartenir à cette ville-là, le sentiment de sécurité. Et donc là, ce sont des choses qu'on va pouvoir intégrer dans les réponses. Et on est capable de le faire que parce qu'on bâtit une réponse collective en coopérant. Merci. Effectivement, donc on parlait de collaboration et tu nous parlais aussi de la richesse, de la diversité dans le vivant. Et ça, effectivement, je voulais avoir un peu ton retour, toi, Christian, parce que tu as commencé ton parcours en faisant un peu un tour du monde des entrepreneurs sociaux et tu as été un peu à la recherche de cette diversité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté et comment on peut essayer de retrouver cette diversité qu'on a dans le vivant aujourd'hui dans nos sociétés qui, comme tu disais, Emmanuel, ont tendance plutôt à se quadriller? Oui, y a un exemple que j'aime bien, c'est quand on sélectionne les nouveaux entrepreneurs qu'on met dans la cohorte. On en prend 15, qu'on leur donne des bureaux et tout. En fait, on les évalue pas juste sur leur projet et leur idée, mais on les met un peu dans un bocal, c'est dans notre espace pendant une semaine, et on regarde comment ils coopèrent et ils collaborent entre eux, même s'ils sont sur des projets différents. Et c'est un des indicateurs pour voir. Et après, quand on fabrique les cohortes de projets, c'est pas juste quelle est la meilleure idée qui peut valoir le plus cher, c'est aussi quel est le profil des gens qu'on va accompagner pendant 6 mois ensemble. Est-ce que c'est le plus divers et varié possible? Parce qu'on se dit, leur projet tel qu'il démarre, c'est pas forcément ce qui va se passer à la fin, c'est en fait la dynamique qui va se créer pendant ces 6 mois. Et ça se trouve, il va y avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses qui sortent. Et avant de travailler chez Make Sense, je travaillais dans un département d'une grande entreprise technologique, on faisait sur de l'innovation. Et tu te rends compte que pour avoir des nouvelles idées, pour faire des choses vraiment innovantes, il faut que tu maximises la diversité des gens que tu vas mettre dans une salle ensemble pour qu'ils aient des idées à la fois par leurs compétences, mais aussi par leur parcours de vie.
Et c'est ça qui fait que tu arrives à trouver des idées complètement neuves. Et donc après, la question, c'est quand les entreprises grandissent, en général, on a tendance à vouloir tout rationaliser. Et donc, c'est un peu ce que tu disais. Et dès que je le vois même chez Make Sense, tu vois, genre tous les créatifs et tout, les gens qui sortaient un peu du cadre, ben, c'est ceux qui sont les moins bien notés si tu fais pas attention dans ton organisation à valoriser un peu le fait d'être différent. Et c'est vraiment pas facile parce que dans toutes les écoles de commerce, on t'apprend pas ça, quoi. On t'apprend à optimiser tout. Et donc, je pense que c'est vraiment un travail de culture dans les organisations. Et après, chez Make Sense, on est un peu obligé parce que c'est plus de la moitié de l'équipe n'est pas en France. Et du coup, on est 200 salariés, c'est dans plusieurs endroits dans le monde. Et les réalités que chacun vit ne sont pas les mêmes. Par exemple, tu parles à des gens qui sont à Beyrouth après l'explosion, à Mexico, et quand on parle par exemple des crises de changement climatique, même de la réalité de comment ils vivent par exemple la crise, c'est hyper fort parce que tu vois la diversité un peu qui se passe dans le monde et les perceptions des gens et comment ils voient les problèmes. Par exemple, si on parle de collapsologie et d'effondrement en France, c'est hyper mal vécu par les Mexicains parce qu'ils disent bah, nous tout s'effondre là tout de suite, nos journalistes ils se font tuer et donc il faut faire hyper attention et je trouve ça hyper intéressant d'être dans un environnement où tu as aussi la richesse des perspectives, même pas de diversité dans un pays mais vraiment à l'échelle du monde. Et ouais, c'est fascinant. Après, il y a beaucoup de travail en ce moment et je sais pas, enfin, faut garder l'espoir, quoi, faut continuer. Effectivement, tu dis qu'on n'a pas tous la même vision d'appréhender les choses face au changement climatique, face à notre rapport aussi au vivant. Et tu nous parlais, Emmanuel, de l'importance de justement créer un nouveau récit, un nouveau rapport au vivant. Comment est-ce qu'on peut recréer ce rapport-là et qu'il soit aussi collectif, partagé par tous? Est-ce que c'est par des biais d'éducation, par la culture ou par aussi des biais d'émotion et d'émerveillement face au vivant? C'est forcément tout ça à la fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi la démonstration, il faut l'expérience vécue. J'étais il y a quelques jours à un congrès de paysagistes, par exemple, où on parlait de restauration écologique. Et même quand on va transformer des paysages, des cours d'eau, etc., pour restaurer des fonctionnalités, restaurer la biodiversité, etc., on se rend compte que si on ne le fait pas avec les habitants et si on ne prépare pas le terrain en amont, on a des résistances au changement. Et quand il faut ne serait-ce que couper des arbres au bord d'une rivière, ou des choses comme ça, pour restaurer l'écosystème tel qu'il devrait être finalement, ou supprimer des espèces qui sont exotiques, qui n'ont rien à faire là, etc., on a des résistances parfois assez violentes aussi. Donc ça se prépare en amont, c'est culturel, et c'est souvent en faisant ensemble et en discutant qu'on y arrive. Et après, effectivement, c'est une question qui est profondément culturelle, de rapport à l'altérité, de rapport à la différence. Et c'est sûrement aussi, même dans les moyens d'éducation, tu parlais toi dans l'hétérogénéité des cohortes, etc., chez Make Sense, mais l'application des principes de la permaculture à l'éducation, à l'incubation de jeunes pousses, de start-up, etc., ça marche très bien aussi. Donc d'injecter de la diversité, d'injecter un petit peu de contraintes aussi, mais de contraintes forcées. Nous, on fait souvent des exercices, par exemple, avec des entrepreneurs, on leur fait faire de la coopération sous contrainte. On prend 3 entreprises, on les met dans un bocal et on leur dit sortez-nous une offre commune, mais une offre dans laquelle vous gagnez tous quelque chose et qui va répondre à un besoin concret. Ils n'avaient pas prévu le coup. Hein. Et ben, ils sont obligés de coopérer pour innover et avoir quelque chose de pertinent d'un point de vue économique. Ben, ça fait partie voilà, de ces processus d'accompagnement d'entrepreneurs, de processus de formation, etc., qui restaurent quelque part notre capacité à accepter l'imprévu, mais la différence, elle est aussi dans l'imprévu. Et juste pour rebondir sur les questions, je crois beaucoup au côté de toucher par les émotions avec la nature. Et ce qu'on voit aussi quand on fait les ateliers biomimétisme et tout, c'est quand on pense technologie, c'est très mécanique. Et du coup, quand tu parles dans ces sujets même les images des oiseaux que tu montres, enfin, ça te reconnecte un peu au vivant. Et il y a un projet que je trouve génial. Bon, il est de Moorea, c'est une petite île à côté de Tahiti. Il y a 7000 personnes. Et c'est un gars qui allait replanter des coraux. Et il avait 16 ans, et tout le monde se foutait de lui parce qu'il dit bah, tu vas lutter contre le changement climatique, tu vas planter un corail à chaque fois. Et en fait, en filmant ce qu'il faisait, il a touché plus de 500 millions de personnes par Instagram,
où en fait ce qui fait que ça marche, c'est que tout le monde a un amour de l'océan et une relation avec. Et du coup, ils parlent du changement climatique, mais pas le côté tout disparaît et ainsi de suite, mais dans le côté voilà ce qu'il faut sauver et que c'est trop beau. Et tu as des caméras sur YouTube où tu peux regarder les coraux, les couleurs et tout. Et ça marche du tonnerre parce que c'est ça qui nous parle et qui nous fait bouger. Et là, pendant un an, j'ai fait une pause de Make Sense. J'étais dans un programme de l'Université de Columbia à New York de la Fondation Obama. Et quand tu demandes même à lui qui a gagné des élections, président Obama et tout, il dit ce qui fait que les gens ils se bougent et qu'ils marchent, c'est quand des émotions et des histoires qui nous connectent tous. Et c'est pas pour rien que le dernier documentaire qu'il a sorti sur Netflix, il parle pas changement climatique en général, il parle de la sauvegarde des parcs nationaux et naturels partout dans le monde, parce que c'est ça qui parle aux gens. Et du coup, ça, c'est super fort si vous voulez engager des personnes sur la défense du vivant. Il y a la culpabilité, pas prendre l'avion, tout ça, mais il faut aussi jouer beaucoup sur les émotions positives. Et c'est super intéressant aussi de regarder les campagnes que fait Greenpeace en ce moment sur ces sujets, parce qu'ils essaient vraiment de jouer là-dessus. Merci. Donc effectivement, ça c'est sur cette idée de pouvoir se réconcilier aussi à titre personnel avec le vivant. Et d'un point de vue aussi économique, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer, tu as déjà donné quelques pistes, mais de réconcilier l'innovation, l'économie, la biodiversité. Tu parlais des pistes, du coup, effectivement, d'économie régénératrice, mais tu disais qu'il manquait peut-être quelques pièces du puzzle. Quelles pourraient être les pistes pour qu'on mette ces sujets en place concrètement ? Oui, pour le définir mieux, peut-être que je ne l'ai fait, la permaculture, c'est finalement une agriculture qui entretient d'elle-même les conditions de sa pérennité en restaurant le sol, la biodiversité, la qualité de l'eau, etc. Et donc une perma-économie, c'est une économie qui fait la même chose et qui a donc un impact positif sur le vivant et sur l'humain, sur la société, sur la biosphère en général. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, mais après si, d'un point de vue économiste, on raisonne en coût complet, et donc on refuse cette notion d'externalité. Une externalité, c'est quelque chose qui veut vraiment bien dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'on sort du système parce qu'on considérerait que ça fausserait la mesure. En fait, c'est tout le contraire. C'est quand on la réintègre qu'on a une mesure pertinente. Et d'ailleurs, pour vous donner un petit exemple historique aussi, la notion d'amortissement qu'on apprend tous dans ces premières semaines de cours de comptabilité, l'amortissement a été rendu obligatoire et réglementaire parce qu'il y a eu un moment, il y avait des fraudes. Et donc on avait des entrepreneurs qui n'amortissaient pas leurs biens d'équipement. Donc forcément, pour l'actionnaire, à court terme, on avait l'impression qu'il dégageait une valeur ajoutée fabuleuse. Sauf que non, ils n'intégraient pas les coûts de l'obsolescence, l'usure, la dégradation du matériel, etc. Donc en fait, ils cachaient des coûts à leurs actionnaires. Je crois que la véritable économie régénératrice, c'est d'abord une économie qui mesure l'ensemble de ses coûts et qui va être fondée sur la valeur. Et après, on va redire tout ce qu'on a dit déjà, mais c'est de considérer que c'est dans des écosystèmes équilibrés. Finalement, moi, entrepreneur, j'agis sur un territoire. Je dépends de ce territoire. Comment je nourris le territoire qui me nourrit finalement et qui me permet d'être prospère? On ne prospère pas durablement sur un territoire qui dépérit. Une espèce dans un écosystème, un arbre par exemple, contribue en permanence à nourrir l'écosystème qui le fait vivre aussi. Le parallèle, il est là, c'est de se dire effectivement comment je vais chercher à avoir un impact positif, soit par la connaissance, la diffusion des savoirs, etc., soit par l'employabilité, l'insertion, soit par l'inclusivité, le fait d'avoir une offre accessible à un plus grand nombre de personnes. On va chercher à avoir des effets de transformation sur le territoire. Ça peut être sur des dimensions environnementales, évidemment, à travers l'économie circulaire, la valorisation de coproduits, de déchets, d'externalités pour les autres, etc. Ça peut être par l'innovation dans l'efficience énergétique, matières premières, etc. Ça peut être dans les changements de comportement des usagers aussi. Un opérateur qui vous vend un bien et qui va chercher à vous renouveler ce geste d'achat en permanence, va vous inciter au gaspillage quelque part. Un autre qui va vous vendre un service qui crée une vraie valeur pour vous, il ne dépend pas du renouvellement d'un acte d'achat. Si je prends le cas d'un téléphone portable par exemple, et d'ailleurs on a tous vu des pubs récemment là, sur des, je ne sais plus quelle marque de téléphone, qui vous dit il est garanti 5 ans ou 7 ans, donc c'est pas le moment d'en changer, etc. Ça c'est un vrai basculement, on n'avait jamais vu ça jusqu'à présent. Donc que même des fabricants de téléphones se disent tiens, il faut que ça dure plus longtemps. Après, c'est-à-dire comment on valorise ça. Mais là, il y a des réflexions à avoir sur les modèles économiques. Bref, les pistes sont absolument illimitées. Merci. Je vois un petit peu l'heure qui tourne et on va essayer de garder un petit moment pour les questions du public, ici et puis en Zoom. Est-ce que certains ont des questions dans la salle?
et on a un micro qui va passer. Il faut toujours un premier pour se lancer. On peut prendre déjà une question. On a eu une question en live. Ça va peut-être vous donner des idées. Donc on a une question sur le Zoom qui nous demande s'il y a des pays, des cultures qui utilisent plus que d'autres le biomimétisme et lequel, et où en est la France sur ces sujets-là. Oui, alors historiquement, c'est quand même plutôt l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, mais pour des raisons différentes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Allemagne, vous avez un écosystème de l'innovation, des moyens de financement de l'innovation qui vont être extrêmement diversifiés, du public, du privé, très décentralisés, et vous avez un écosystème assez fort sur le biomimétisme. Mais attention, on est plutôt sur de la bio-inspiration, ou de la bionique, comme on dit en allemand, c'est-à-dire qu'on cherche à résoudre des problématiques technologiques et pas forcément des problématiques sociétales ou environnementales avec le biomimétisme, même si la bascule arrive aussi, mais ils sont partis beaucoup plus tôt que nous, avec une approche un peu différente. Les Américains, financement des startups, de l'innovation, etc., ça marche très bien aussi. Certains ont vu dans le biomimétisme une vraie opportunité, et donc c'est parti assez vite. Mais finalement, on les a aussi rattrapés assez vite. Et les Américains, quand ils viennent en France, ils sont plutôt épatés par la manière dont l'écosystème du biomimétisme est structuré aujourd'hui, les grands événements comme Biomim Expo qu'on est capable de faire, la diversification des applications du biomimétisme, et vraiment le côté ancrage dans les solutions et la durabilité. Donc on n'a pas à rougir. Et par ailleurs, en France, on fait aussi une chose, c'est qu'on intègre vraiment la permaculture et donc les nouveaux modèles agricoles dans le périmètre du biomimétisme, ce que ne font pas forcément les autres pays. Merci. Est-ce qu'on a une petite question, je crois, au fond de la salle? Oui, une interrogation toute bête, mais qui pose quand même une vraie question. C'est qu'on est passé de 1 à, on est peut-être 7 milliards aujourd'hui sur Terre. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une question de soutenabilité, tout simplement, de cette espèce qui se développe de manière galopante? Est-ce qu'on pourra toujours, enfin je ne sais pas dans combien d'années on sera 10 milliards, mais est-ce qu'on pourra toujours vivre aussi bien sur Terre, aussi nombreux que ça? On va tous avoir un avis sur cette question-là. Factuellement, c'est le niveau de consommation de certains, plus que la population en elle-même, qui est un véritable souci. Même sur les besoins alimentaires, par exemple, aujourd'hui, la production alimentaire mondiale suffirait à nourrir 3 fois la population actuelle. Le problème, c'est le gaspillage, à tous les niveaux des circuits alimentaires. Sur les besoins matériels, c'est sûr que si on veut tous un Hummer et un hélicoptère privé, on n'y arrivera pas très longtemps. Donc voilà, il y a un problème de répartition des richesses et des niveaux de vie, plus dans l'immédiat qu'un problème de population. De toute façon, les démographes nous disent qu'on sera 9,5 milliards en 2050. J'ai tendance à considérer que c'est une hypothèse qui est très optimiste. Si on y arrive, ce sera très bien. Mais même malgré cela, avec les transitions démographiques, ça va plafonner à 9 milliards. Il est possible que ça plafonne avant, mais ça risque de plafonner pour des mauvaises raisons. On a une autre petite question. Non, je voulais savoir si vous aviez un exemple d'application du biomimétisme où il y a un vrai retour vers le vivant et qui n'est pas juste au service de l'humain. Parce que finalement, le biomimétisme, j'ai l'impression qu'il y a des applications où c'est optimiser une consommation de quelque chose dans une application particulière. Mais enfin, je ne connais pas d'exemple où il y a un bénéfice autre que pour nous, en fait. Alors, il y en aurait plein. Bon, je ne vais pas reprendre l'exemple de la permaculture, mais qui est vraiment un modèle agricole qui va régénérer les sols et restaurer la biodiversité. Mais par exemple, simplement le modèle de Hill Energy, qui est un modèle de conversion en fait, des courants, déplacement des masses d'eau en énergie,
au lieu d'avoir une hydrolienne comme on a aujourd'hui avec une hélice rotative, on a une membrane ondulante. La membrane ondulante, elle permet d'avoir un rendement très intéressant parce que quand vous avez une ferme d'hydroliennes comme ça, elles ne se perturbent pas les unes les autres. Ça a un effet totalement inoffensif sur les poissons. Et il n'y a pas de problème de biofouling, d'algues, etc., qui font qu'on est obligé de démonter, de maintenir régulièrement, etc. Donc on a une maintenance simplifiée, on a un rendement par surface qui peut être augmenté, et on ne rentre pas en compétition avec les autres organismes vivants comme les poissons, etc. Donc c'est un exemple qui montre qu'il peut y en avoir plein d'autres. Et après, il y a aussi des approches de design pour éviter de... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le Human-Centered Design ou les choses qu'il doit y avoir dans des workshops avec le Design Thinking, où en fait tu maximises la valeur pour l'utilisateur. Donc tu inventes ta solution pour l'utilisateur, et puis tu peux arriver à des choses un peu mauvaises comme... par exemple, tu fais Instagram et les gens ils ont de la dopamine tout le temps et ils ont l'impression que c'est bien pour eux. Dans tes focus groups, les gens sont trop contents, mais en fait ils sont juste en train de se droguer à la dopamine non-stop. Et donc en fait ce que tu maximises, c'est le besoin tout de suite de l'utilisateur. Il y a des approches super intéressantes de méthodes qui s'appellent le Planet Centered Design, où en fait tu pars des besoins de la planète et qu'est-ce qu'il faut fabriquer pour ces besoins. Et l'utilisateur, l'humain, on est dans cet écosystème. Donc tu regardes un peu la perspective de comment tu démarres ton innovation, elle change. Et je pense que ça joue beaucoup. On voit beaucoup d'innovateurs, ils démarrent en se disant, voilà, quel est le besoin de l'utilisateur à très court terme. Mais si tu changes la loupe, tu arrives à d'autres résultats à la fin. Et donc ça, c'est assez intéressant. Tu peux regarder sur Google. Et donc là, c'est vraiment genre, tu pars avec de quoi a besoin la nature pour aller mieux, quoi. Bonsoir. Quand j'écoute votre exposé, j'ai pas l'impression qu'il y ait franchement une crise de l'innovation. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une crise, qu'il y a un manque d'acceptation du changement de génération en génération. Quand je demande à mon père ce que c'est qu'une belle voiture, il me parle d'un V6 diesel. Moi, je lui parle plutôt d'une voiture hybride. Quand avant, on avait une petite fourchette avec sa salade, une petite fourchette en plastique, on a changé ça en mettant de la fibre de bois qui soit compostable, etc. Alors qu'en fin de compte, on aurait instauré un changement dans la tête des gens de recycler le plastique dès le départ. Ça aurait peut-être été plus simple dès le départ. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème d'acceptation du changement sur chaque génération, qu'on veut rester un peu sur ce qu'on a vécu, sur le modèle, et qu'on ne veut pas changer? Oui, tout à fait. Et vous avez dit une chose intéressante, c'est fondamentale. La solution, elle n'est pas d'abord technologique, elle est d'abord comportementale. Votre exemple de la fourchette, c'est qu'effectivement, le plastique en soi, c'est pas un matériau qui aurait fallu bannir. C'est l'usage qu'on a fait du plastique et l'usage dispersif qu'on a fait du plastique qui a posé un problème. Si on avait créé des choses de valeur, qu'on gardait toute notre vie, qu'on recyclait, etc., quand elles étaient cassées en plastique, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Donc, avant d'être technique, la solution, elle est d'abord humaine, culturelle et comportementale. Et après, il y a aussi aussi le fait que le plastique soit utilisé comme ça. C'est aussi parce que derrière, tu as des modèles économiques, et puis quand les entreprises grandissent, elles veulent que ça soit utilisé. C'est pas juste le comportement des humains, il y a aussi des systèmes qui sont façonnés avec des lois et des choses qu'on fabrique, et parfois ça peut être des industries qui font qu'après on est bloqué dedans, quoi. Et donc je pense qu'il y a aussi il y a tout un aspect où on fait le tour de France pour parler du biomimétisme et d'innover pour créer des solutions pour inventer le monde de demain. Et il y a toute une partie où je me pose énormément de questions, c'est comment on arrête plus vite les trucs mauvais à arrêter du monde d'avant et qui détruisent le vivant. Et du coup, défaire un peu ces systèmes. Et tout n'est pas une question de juste des comportements des consommateurs. C'est aussi, des fois, on est dépendant de systèmes dans lesquels on vit qu'il faut changer. Et ça, c'est super... c'est pour ça que je pense que c'est pas juste si on change nos comportements. Par exemple, si tu dis aujourd'hui aux Français, et on a fait des études sur Facebook, mettez des pulls pour arrêter de financer Poutine, les gens le prennent super mal parce que tu peux diminuer ton gaz et tout, parce que c'est pas de la faute des Français dépendants du gaz russe, c'est aussi des choses qui se sont passées, et du coup il faut aussi que les citoyens demandent à changer ces systèmes et fassent des choses pour arrêter ça. Et pas juste tout basé sur nous en tant qu'individuels. On doit faire notre part, mais on doit aussi demander à ces systèmes de changer. Et je pense que c'est ça qui est dur entre générations, c'est que quand tu as construit
des systèmes, les défaire, ça veut dire des gens vont peut-être perdre leur emploi, qui font fabriquer d'autres. Il y a plein de considérations à prendre en jeu et qui font qu'on est réluctant au changement. On va prendre une dernière question là et puis une dernière question sur le Zoom et ensuite on clôturera. Bonjour. Donc on a vu qu'il y avait des stratégies qui marchaient pour différentes choses qui existent, mais ça a du mal à être appliqué partout. Donc moi je sais que Too Good To Go ça marche super bien. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses comme ça qui peuvent bien marcher et être mises en place partout, mais Too Good To Go c'est pas non plus pour toutes les entreprises. Est-ce qu'il faudrait pas un peu forcer le passage à ces solutions qui sont plus éthiques? Il y a un truc où je crois énormément, c'est l'entrepreneuriat, c'est trop cool, ça change le monde, mais au final on ne fait rien d'innovant parce qu'on répond à des changements sur le marché, des changements de réglementation. C'est la première règle quand vous arrivez en école de commerce, on dit changement de réglementation, opportunité business, lance un truc. Et donc en fait on répond à un cadre et dans lequel on peut inventer notre solution, c'est le bon moment pour lancer le produit. Ce qui est très dur, c'est de changer ce cadre. Comment tu fais pour qu'on interdise le plastique dans les supermarchés? Il y a 3 boîtes dans lesquelles on a investi dans le fond, ils ont des supermarchés sans plastique. Ça existe, c'est faisable, sauf que dans le monde économique, ils se battent avec une main dans le dos parce qu'ils sont mis des handicaps avec lesquels ils doivent jouer. Mais par exemple, si jamais un jour il y a une loi qui passe, interdit le plastique dans les supermarchés, ces boîtes-là, elles seront en avance et nous, on fera x10 sur le fond qu'on a mis dedans. Mais comment tu fais ça? C'est beaucoup par l'activisme. Et le truc auquel je réfléchis énormément en ce moment, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer les règles du jeu et soutenir des activistes qui militent, qui vont mobiliser des citoyens pour faire des changements de réglementation et leur donner autant de pouvoir que des lobbies d'industrie peuvent avoir du pouvoir. Changer les règles du jeu pour qu'en fait, après, l'innovation, avec des méthodes inspirées du vivant, tout ça, on puisse y résoudre. Et c'est super intéressant, par exemple, de voir, vous prenez une ONG comme Notre Affaire à tous, qui a réussi à avoir 2 millions de signatures, qui fait l'attaque en justice contre l'État sur le changement climatique. C'est 4 salariés. Un don de 50 000 € pour Notre Affaire à tous change plus les choses qui se passent en France que de mettre 4 millions dans Too Good To Go, quoi. Et du coup, c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est comment ces mondes de l'innovation, on n'agit pas juste sur répondre au changement par l'entrepreneuriat, mais on façonne de nouvelles règles du jeu avec aussi un peu d'activisme. Et ça ne veut pas dire aller s'attacher à des arbres et tout, ça veut juste dire trouver des moyens innovants de rallier 2 millions de personnes à ta cause parce que le message que tu leur parle que du coup les hommes et les femmes politiques se disent si je fais telle chose je vais gagner des votes, du coup je les suis, et puis voilà quoi. C'est très dur de faire une réponse simple, donc forcément elle sera tronquée. La réglementation, c'est quelque chose qui va traiter des problèmes du passé. C'est jamais prospectif. Et c'est un gros souci, c'est qu'on met une réglementation en place parce qu'on a eu des problèmes et qu'on est en réaction par rapport à ces problèmes-là. Donc c'est sans doute nécessaire dans un grand nombre de cas, mais ça n'aide pas à changer et c'est très souvent un aveu d'échec. Et je prendrai l'exemple simplement du code de la route en ville, par exemple. On est obligé de mettre des feux, des stops, des potelets un peu partout, des interdictions de stationner, etc. Simplement, si on n'avait rien de tout ça et qu'on était capable d'avoir le réflexe de se respecter les uns les autres, de respecter des distances de sécurité en voiture, en vélo, en trottinette, etc., on n'aurait pas besoin de tout ça. Donc c'est un aveu d'échec sur des comportements qui ne sont pas adaptés. Et il y a des solutions. Dans certaines villes, en Allemagne, on a essayé, dans les centres-villes, du jour au lendemain, on a retiré tous les panneaux de sens interdit, tous les panneaux, tous les stops, tous les feux. Il n'y a pas eu plus d'accidents. Ça a marché. Simplement, les gens étaient beaucoup plus prudents, comme ils n'avaient pas ces faux repères que sont la réglementation et le code de la route. Donc vous voyez que la situation est plus complexe quand même. On prend la dernière question et puis ensuite on s'arrête. Merci pour la dernière question. Vous nous avez parlé d'écoles de comptabilité dans lesquelles on apprend les concepts d'amortissement, d'écoles de commerce dans lesquelles on apprend, je ne sais pas, la profitabilité. Dans quelles écoles aujourd'hui, dans quelles facs, vos concepts commencent à être diffusés? Même aux enfants, peut-être, qui sont tout à fait capables de comprendre.
On a des surprises plus que ce qu'on ne croit. Moi, je l'ai même vu à l'ESSEC ou à HEC, par exemple, dans de grandes écoles de commerce. Simplement, c'est souvent le fait de, il ne faut pas le dire, hein, mais de dissidents internes. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on voit dans la communication de l'école, mais il y a des profs qui sont très sensibles à ça, et il y a une vraie demande des étudiants aussi. Et donc les choses sont en train de se transformer de l'intérieur. Et sur les programmes biomimétisme qu'on fait dans les écoles, celle qui marche le mieux, c'est vraiment les écoles d'ingénieurs. Parce qu'en fait, du coup, ils doivent designer des modèles et de plus en plus d'ingénieurs ils ont vu certaines limites. Et du coup, c'est hyper fort dans les écoles d'ingénieurs chez les jeunes de 19 à 23 ans. Et parce qu'au final, ils doivent concevoir des choses qui ne sont pas nécessairement encore tout de suite le cas quand tu sors d'école de commerce. Merci beaucoup à vous deux pour vos témoignages. Et moi, j'aurais juste une dernière petite question. Quel serait peut-être le petit message à faire passer demain aux participants du Créaton qui vont découvrir pendant une journée le biomimétisme? Est-ce que vous avez un petit message? Moi, c'est juste, si votre idée elle est trop ouf et que c'est génial, il y a plein d'argent, il y a plein d'endroits où vous pouvez venir travailler, donc prenez ça au sérieux et défoncez-vous pour avoir une bonne idée. Et le plus elle est régénérative, le mieux c'est. Et après, le dernier message, c'est juste... oui, il y a deux choses qu'on fait chez Access, c'est construire le monde d'après, mais il ne faut pas oublier d'arrêter aussi le monde d'avant. Et du coup, c'est un peu les deux choses. Si vous avez des idées pour arrêter des gros projets, par exemple, là, je sais que ce n'est pas du tout lié à la conférence, mais comme je travaille dessus en ce moment, je suis super là-dessus. C'est le plus gros pipeline de la planète. Il fait 1400 km de long, c'est en Ouganda. L'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il ne fallait plus créer de nouveaux projets fossiles. Et Total fait la plus grosse bombe climatique du monde, même plus que les autres boîtes pétrolières. Et moi, ça m'embête énormément parce que je peux travailler pendant 10 ans à faire Make Sense, à développer des startups, énergie renouvelable et tout. Un truc comme ça voit le jour. Et c'est un peu tout ça qui est balayé. On peut faire que 300 000 personnes prennent leur vélo, ça compte pour rien. Et même les scientifiques disent que c'est pas possible. 15 banques ont refusé de financer, les banques ne veulent pas les financer. Et ils vont ensuite chercher des investisseurs en Chine. Enfin, il y a un moment, il faut aussi arrêter ces choses-là parce que ça nous empêche de faire grandir plus vite les jeunes pousses qu'on essaye de faire. Et donc, c'est vraiment le message que j'aimerais passer, c'est vous engager avec des trucs comme les Créatons pour inventer le monde d'après et de ne pas oublier de soutenir aussi les choses pour arrêter les projets un peu anachroniques du monde d'avant. Voilà. Merci. Et alors moi, sur un tout autre registre, je dirais ne cherchez pas à faire des choses parfaites. Acceptez de faire des choses imparfaites, mais intégrez dans votre design, dans votre conception, les moyens d'évaluer et de corriger. Le vivant n'est jamais parfait, et le vivant se transforme et s'adapte, et se corrige en permanence. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui et j'espère que les échanges vous ont plu. On vous donne rendez-vous pour 2 prochains Moho Talks, un au mois de juin où nous recevons la philosophe Olivia Gazalet pour échanger sur la place des femmes dans les sociétés et notre société. Et puis nous recevrons aussi le 13 octobre Claudie Aigneret, la première femme astronaute à avoir volé sur l'ISS. Et donc j'espère que vous serez parmi nous. Pour les participants du Créaton, je vous dis à demain matin 9h et en pleine forme. Et pour ceux qui souhaiteraient encore participer et qui ont eu envie ce soir, c'est possible. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.